Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu que je suis propre sur moi, donc je peux tomber la veste. Parce que la question est compliquée, parce que nous sommes beaucoup. Alors, quand nous sommes beaucoup, surtout dans une université, je me pose la question de pourquoi. Parce que dans le fond, je ne suis pas cuisinier, donc je ne vous ferai pas à manger. À la limite, la chimie, ça ferait plutôt à vous empoisonner, donc comme ils disent dans la rue. Hein. Ensuite, je ne suis pas sûr que tout ça vaille beaucoup d'excitation, d'émerveillement, sauf que, évidemment, la chimie est la plus belle chose du monde, avec d'autres sciences mineures, qui s'appellent la physique, la biologie. Non, je dis ça juste parce que j'ai des collègues au premier rang. Hein. Et je commence ainsi, en souriant et en faisant rire, parce que je me suis aperçu récemment d'une grave faute pédagogique de l'université. Moi, je suis chimiste depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, on m'a donné une boîte de petits chimistes, et il y avait un truc extraordinaire. On prenait de la craie, on la chauffait, alors il y avait un truc blanc, c'était pas de la craie en vrai, ça ressemblait. On chauffait, le truc blanc, un petit morceau blanc restait blanc, bon, jusqu'à présent c'était pas très grave. On avait chauffé, quand on est enfant, qu'on n'a pas le droit de chauffer, c'était une incursion vers un royaume adulte, indépendant, etc. Donc c'était bien. Ce machin blanc, on attendait qu'il refroidisse, on versait une goutte d'eau dessus, alors il y avait une mise en scène, c'est-à-dire que la goutte d'eau, on vous la faisait mettre avec un compte-goutte. On aurait pu mettre un verre d'eau, ça aurait été pareil, mais le compte-goutte. Donc déjà, on avait des habits de science, en quelque sorte. Et les habits de science, c'est une question compliquée, parce que il y a le contenu et l'habit. Et on sait que dans notre monde, il y a bien des gens qui mettent des habits sur un roi qui est nu, pour dire les choses avec une métaphore un peu osée. Bon. Alors, on mettait cette goutte d'eau, et tout d'un coup, ça jaillissait. Alors on se dit, c'est comme étonnant, ce truc était froid, on met une goutte d'eau, ça prouve bien, et alors là, il y avait une vraie question, ça prouve bien, le mot prouve, je le déteste, ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose quand on a chauffé. Bon. Alors tout allait bien, une fois que ça faisait plus de chute, on mettait dans un filtre à café, mais c'était d'un filtre de laboratoire, c'était sans doute très différent. On mettait cette poudre, on mettait plein d'eau, on récupère un verre d'eau parfaitement clair, et là avec une paille on soufflait, et l'autre chose troublait. Alors ça c'était pas rien, alors on dit l'autre chose se trouble, donc grande avancée de la pensée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on soufflait suffisamment et qu'on avait mis suffisamment, le trouble faisait comme quand on lave des pommes de terre pour faire des frites, c'est-à-dire qu'il y a une poudre blanche qui sédimente et on récupère une couche au fond du verre qui était assez épaisse. Et cette couche, c'était la craie du départ. Et alors ça, je crois que là, il y a une espèce d'émerveillement. Ça suffit, c'était beau, c'était bien. Alors, ça décide d'une destinée. Destinée, c'est un grand mot, hein, c'est pour faire pompeux parce qu'il y a beaucoup de monde dans un amphi. Hein. Disons d'une carrière. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc j'ai fait mes études en bon élève, bien dressé, critères de Cauchy, équation différentielle, enfin tout le tralala, des choses merveilleuses qui emmerdent le reste du peuple. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens restent le mercredi soir devant leur télé à regarder 22 paires de guibolles qui sont en train de courir vers un truc rond. C'est complètement con. Luttons pour réhabiliter l'équation différentielle. Au moins, ça lève l'esprit. Bon. Mais ça sert à rien de combattre les conneries, parce que de toute façon, elles ont cours. Et alors, parce que, en plus, c'est pas des conneries, parce que quand il y a un match de foot à la télé, les garçons et les filles se rassemblent, et c'est une occasion de se rassembler, donc de faire des trucs après. Donc en vrai, c'est ça la question. L'université, c'est à peu près pareil dans le fond. Hein. On met beaucoup de monde dans un amphi, il y a des filles, il y a des garçons, il y a même des garçons et des filles, c'est pas mon propos. Non mais c'est la vie. Hein. Peut-être même à Genève, le temple du calvinisme, enfin, je sais pas ce que Calvin faisait lui-même, je veux pas le savoir. Mais... Enfin bref. Donc, ce que je dis là, c'est que j'arrive dans l'école de physique-chimie, l'école supérieure de physique-chimie de Paris, gna gna gna, et je n'ai jamais rigolé. C'est-à-dire qu'on faisait des trucs passionnants, et jamais on a rigolé. Alors, on rigolait en allant mettre des poubelles pleines d'eau sur la porte qui était entrouverte et qui tombait sur la tête des gens, on rigolait en mettant des pavés sous les chapeaux, on rigolait en faisant des pétards. Alors ça, l'iodure d'ammonium, ça marche, c'est très bien, je vous le laisse, hein. Vous prenez un petit filtre à café, vous mettez une paillette d'iode, ça s'achète chez le droguiste, vous mettez une goutte d'ammoniac,
L'ammoniac, ça pue un peu, mais ça s'évapore. Vous laissez sécher le papier, vous le touchez, plac, ça explose. C'est très amusant. Non. Alors, c'est très amusant, mais l'université, en réalité, elle a fait une vraie faute, c'est que nous rigolions de choses à côté de la science et jamais de la science. Et je me demande s'il ne devrait pas y avoir une loi fédérale pour obliger les professeurs à avoir obligation de résultat, c'est que les étudiants rigolent, mais qu'ils rigolent de la chose elle-même, c'est-à-dire de l'autre chose qui se trouve, de l'équation différentielle, des 3 premières minutes de l'univers. Essayons de trouver un peu de jovialité dans ces trucs-là. Bon, alors maintenant que je me suis donné une carte blanche pour rigoler, je peux le faire. Bon, alors maintenant, oui, Géry, voilà. On a parlé de radio-télévision. Alors là, c'est toujours dangereux parce que les collègues disent, en général, les collègues, vous savez que dans la vie, il y a l'envie blanche et l'envie noire. L'envie noire veut détruire ce qu'elle n'a pas, l'envie blanche veut avoir mieux. Mais alors, en science, il y a quand même un peu d'envie noire. Alors certains disent, ah oui, mais s'il est à la radio et à la télé, il n'est pas dans son labo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de l'Université de Genève, je ne suis pas dans mon labo. Et c'est pas bien. Parce que les étudiants sont en train de bosser, ils ont des tas de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Donc, faut-il que les seniors en sciences aillent en dehors du labo? Il ferait peut-être mieux d'aller au labo pour emmerder un peu les étudiants, les faire bosser, parce que, bon, voilà. Alors, la seule vraie raison pour laquelle j'ai accepté, c'est cette phrase de Voltaire. Vous savez que dans le monde, on dit que la chimie, ça pue, ça empoisonne, ça pète et ça pollue. Pas trop en Suisse, parce qu'il y a des industries qu'on dit chimiques, qui sont là et qui sont puissantes, et puis qu'il y a fait de l'emploi, et puis qu'on ne veut pas trop se débarrasser de ce genre de trucs. Mais dans le reste du monde, les chimistes, c'est des salauds. Oui, mais du coup, Voltaire disait, oui, si on attaque la chimie, il faut que la chimie fasse quelque chose. Alors il le disait mieux, il disait, n'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle, et les fanatiques, c'est les anti-sciences, qui sont dans la rue, qui sont contre le bio, contre les OGM, contre le nucléaire, contre la chimie, contre tout ce que Prométhée nous a donné. Donc n'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les autres n'en aient pas? Ma seule raison d'être ici aujourd'hui, c'est de sortir de mon labo pour, avec beaucoup de zèle, combattre les fanatiques. Et je dois être aussi fanatique que les fanatiques, mais dans un sens que je pense meilleur pour notre collectivité et pour les enfants que j'ai et que vous avez, et que demain auront notre monde, on va en hériter. Je crois, et je le dis parce qu'il y a de la presse devant, nous n'avons pas trop de chimie, nous en manquons cruellement. Parce que si nous avions des pesticides plus spécifiques, si nous avions des engrais plus efficaces, si nous avions des tas de façons de faire, eh ben, on ferait moins les couillons et on aurait un monde meilleur. Alors, c'est complètement utopique, mais si on n'a pas heure d'utopie, on ne se lève pas le matin et on reste devant la télé à regarder un match de foot. Bon. Alors, donc, j'ai parlé de ça. Ah oui, la dernière fois que j'étais à Genève, j'ai demandé qui aime la nature et j'ai eu exactement l'effet que je voulais. C'est-à-dire que toutes les mains se sont levées en disant « moi j'aime la nature ». Alors j'avais dit « oui mais la nature vous tuera une fois par vie dans des souffrances terribles ». La nature c'est les feuilles mortes qui bouchent les gouttières, donc qui font des fissures dans le mur. C'est les racines qui soulèvent les dalles du jardin. Les salauds d'arbres, ils ont des racines qui soulèvent les dalles du jardin. J'ai une photo prise devant le lac de Lausanne, c'est lequel ce lac ? Le lac Léman, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc plombé. Ben, bref, devant le lac Léman, à Lausanne, c'est possible à Lausanne? Bon, à Lausanne, il y a une promenade, et ben il y a des arbres, leurs racines soulèvent le goudron, quoi. Et donc les mecs des employés municipaux sont obligés de refaire le goudron. Donc la nature nous emmerde. En vrai, alors je ne vais pas y revenir, mais dans le fond, c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Est-ce qu'elle est bonne? Ma réponse est non, évidemment. Hein. Enfin, pas non complètement. Hein. Qu'est-ce que c'est que la science? Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle se confond avec son application? La réponse est non, bien évidemment. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire en cuisine? Alors, là, le monde est divisé en deux parties. Il y a ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Alors, aujourd'hui, je pressens que, à part s'il y a des espions venus voir le groupe de ceux qui n'ont pas peur, vous n'avez pas peur. Et alors du coup, ça m'ennuie beaucoup, monsieur le doyen, parce que je voulais être fanatique pour rendre service à la collectivité, donc je voulais aller lutter
contre ceux qui avaient peur, mais ça sert à rien puisqu'ils sont pas là. Donc en fait, j'ai un public acquis. Je dis vive la science, alors ça leur met du baume au cœur parce qu'ils ont l'habitude de dire vive la science, ils continuent de dire la science et ça sert à rien. Donc ma présence ne sert à rien. Et en fait, on devrait être dans la rue avec ceux qui ont peur, mais le malheur, c'est que ceux-là, ça sert à rien non plus, parce que c'est pas un acte rationnel d'avoir peur, c'est un acte irrationnel, et combattre l'irrationnel par la raison, ça sert à rien. Alors, je propose de poursuivre la révélation de Voltaire, comment faire pour être fanatique efficacement. Et je ne sais pas. Donc c'est merveilleux, parce qu'une question, c'est une promesse d'une réponse. Alors avançons. Alors, allez, est-ce qu'on voit? On voit pas tellement, hein. Ah, mais on voit bien. Alors, c'est en anglais. Rassurez-vous, de toute façon, j'ai l'impression que si on fait des diapositives avec des textes, le public les lit. Moi-même, d'ailleurs, hein, je suis le public. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il y a une faute pédagogique ici. Je propose ça à mes collègues enseignants. Vous savez que nous vivons en groupe, comme les primates, puisque nous sommes une espèce grégaire. Comme les fourmis, comme beaucoup d'espèces. Du coup, un individu qui est sorti du groupe, il est puni. Et donc, je suis un peu puni parce que je ne suis pas avec vous. Alors, évidemment, je pourrais me mettre comme ça, mais à ce moment-là, je tourne le dos et c'est pas poli. Et donc, il y a une vraie faute pédagogique. Pourquoi mettons des tableaux en face du public? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à être en rond? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme Aristote, c'est-à-dire enseigner en marchant? Il n'y a pas de loi contre, hein? Et puis Aristote, c'était pas un con, hein. Donc, je propose une rénovation de fond de l'université. Il y en a marre de se comporter comme au Moyen-Âge. Mais c'est vrai que celle-là n'a que 450 ans, donc c'est pas le Moyen-Âge. Bon. Alors du coup, je m'égare encore, mais on voit un peu mieux. Donc ça sera en anglais, et de toute façon, c'est pas grave, parce que s'il y a des textes, vous savez lire, donc c'est pas la peine que je vous les dise. Donc, on subit ces conférences scientifiques interminables où il y a des lettres jaunes sur fond bleu, à peu près lisibles, et on vous dit, je suis très... Ah tiens, j'ai oublié de dire, je suis très heureux d'être ici, je remercie l'Université de Genève de m'avoir invité, et puis ça dure 12 fois dans la journée. Il y en a marre, c'est pas jovial. Mais du coup, les textes à lire, faut-il les lire ou pas? S'ils sont marqués, on sait lire, on n'est pas con si on est à l'université. Donc c'est pas la peine de lire des textes. Donc on s'en fiche qu'ils soient en anglais, puisque de toute façon, il y a que les images qui vont compter. Bon. Alors les images sont importantes. Au centre, au début était la molécule. Désolé pour nos amis physiciens qui croient qu'il y a le Big Bang, ils ont encore le temps de se rectifier. Et puis, à côté de la molécule, il y avait la choucroute, enfin la choucroute ou bien la croûte au fromage, ou bien des tas de choses comme ça. Et puis à droite, il y a des objets qui sont des objets comestibles, mais on croit qu'on va les manger. Mais qu'est-ce que ça veut dire que manger? Est-ce qu'on mange pour se remplir l'estomac, ou est-ce qu'on mange pour se remplir l'âme? La musique, à quoi sert-elle? La peinture, à quoi sert-elle? La sculpture, à quoi sert-elle? La connaissance, à quoi sert-elle? La connaissance, c'est la connaissance, c'est ce qui nous distingue d'un bestiau. La musique, la peinture, peut-être la cuisine aussi. Alors oui, ça pose des questions, parce que la cuisine c'est une technique, mais si c'est juste une technique, c'est couillon. On prend un machin qu'on appelle un steak, je vous le fais, hein. Voyez le geste culinaire, hein. On prend un machin en métal, bon, ça c'est pas difficile, donc c'est con. On prend un machin qui s'appelle un steak, c'est un truc rouge, on appuie sur le bouton, là, plotch, ça s'allume, ça fait chaud. On met le steak, bon, c'est couillon pour l'instant, hein. On entend un peu, ah tiens, ouais, ça sent un peu bizarre, je vais le retourner, alors on le retourne, c'est con. On le sort, on le met sur une assiette, et puis on va le donner à des copains. J'ai pas fait des gestes très malins, donc ça prouve que la cuisine, c'est pas ça. Ça veut dire que la cuisine n'est pas réductible à son aspect technique. Déjà, on a avancé. Parce que si ce n'est pas la question technique, quelle question est-ce que ça peut être? Alors, est-ce que ça peut être une question artistique? Alors, la réponse est oui, évidemment. Parce que quand on dit j'aime bien la crème à la vanille, j'aime bien la musique, j'aime bien la peinture, et puis cette musique-là plutôt que cette peinture-là. Il y a des gens qui aiment la cuisine moléculaire, d'autres qui ne l'aiment pas. Bah, ils ont le droit. On ne force personne. Et puis la cuisine moléculaire n'est ni bonne ni mauvaise. Quand elle est bien faite, elle est bonne. Quand elle est mal faite, elle est mauvaise. Ça paraît évident. Mais la choucroute, c'est pareil. Et alors, je profite d'être à l'université pour dénoncer une grave faute de pensée qui est le platonisme. La choucroute n'est pas bonne
La croûte au fromage non plus. Qu'est-ce qu'il y a comme plat suisse, bien suisse? Les rochetis ne sont pas bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la fondue savoyarde n'est pas bonne. Non, c'est une blague, les gars. La fondue n'est pas bonne. Alors, je vais prendre le cas de la fondue parce que ça fait plus mal en Suisse, je crois. Hein, c'est le pire. Hein. Alors, la fondue n'est pas bonne, pourquoi? Parce que il n'y a pas la fondue, il y a des fondues, et il y en a des bonnes et des mauvaises. La bonne fondue est bonne, la mauvaise fondue est mauvaise. Mais la fondue, il y a tout. Et cette faute, c'est une faute que Platon a propagée et Aristote a combattue. Je propose d'être avec Aristote contre Platon, parce que Platon a dit des conneries. Voilà. Donc la choucroute n'est pas meilleure ni moins bonne que la fondue, puisque ça n'existe pas. Et du coup, on peut commencer à avancer. Donc on sait que c'est de l'art. Mais oui, mais alors attendez, parce que moi on m'a invité parce que j'étais chimiste, donc scientifique. Parce que la chimie n'est pas son application. Oui, mais est-ce qu'il faut qu'un chimiste aille parler d'art? Parce que c'est ça dont il s'agit. Et bien, réponse, nous sommes des intellectuels, nous avons l'obligation, comme au siècle des Lumières, d'être fanatiques contre les fanatiques, et donc de nous poser quelques questions sur pourquoi on fait de la science. Quelle science on fait, quelle science on a décidé de faire, et ça devient intéressant. Alors du coup, la question art et science maintenant. Alors, je propose de penser que ça n'a rien à voir du tout, et que, parce que c'est une tarte à la crème les conférences art et sciences, hein, ça on en fait à chaque fois qu'on fait les 450 ans de l'Université de Genève, crac, conférence art et sciences. Hein. Non mais je dis, ou les autres, hein. À chaque fois, mais Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie, a dû faire conférence art et sciences 100 fois dans sa carrière. Alors qu'il n'y a pas de rapport. Alors je voudrais montrer qu'il n'y a pas de rapport entre art et science. Je ne vais pas le démontrer parce que c'est compliqué, le mot démontrer, mais je voudrais le montrer. Alors, sur quoi je me fonde pour le montrer? D'abord sur une, j'allais dire une collaboration, non, sur une amitié avec un chef qui s'appelle Pierre Gagnère. Voilà, on va prendre cet exemple-là, c'est un exemple, ça n'a pas valeur générale, mais vous verrez que je pense que, enfin vous verrez, je crois qu'il n'y a pas de relation. Alors j'avance. Voilà un tableau de Picasso. Il a suffi à Picasso d'un morceau de fusain. Andy Warhol utilisait des bombes avec de la peinture fluo, qui n'existait pas au Moyen-Âge. Picasso a utilisé un morceau de charbon, hein, c'est du charbon. Ça coûte zéro, enfin je veux dire le charbon. Le papier aussi, l'œuvre doit coûter 10 millions de dollars. Donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas la technique, c'est la composante artistique et c'est ça qu'on paye. Bon. Ce que je vois aussi, c'est pas une question d'ingrédients. D'ailleurs, quand Rembrandt fait un tableau, c'est pas la peinture qui coûte, c'est pas la toile qui coûte, c'est l'œuvre d'art de Rembrandt. Donc il ne faut pas aller demander à des cuisiniers artistes de faire des additions qui soient faibles sous prétexte qu'il y aura que des patates ou des lentilles. S'ils sont capables de faire ça, eh ben, on peut le payer 10 millions de dollars. Alors, du coup, on comprend aussi qu'on n'est pas en train de manger des nutriments. Des nutriments, on s'en fout. À 4 heures, on bouffe du chocolat. Le chocolat, c'est du gras et du sucre. Personne ne va demander s'il y a des vitamines dedans. Ah si, il y a des gens qui ont beaucoup de mauvaise foi qui disent « Oui, mais il y a du potassium et du magnésium. » Mais on s'en fout complètement du potassium et du magnésium. Donc on nous bourre le mou. Est-ce que le chocolat est bon? Oui ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit bon? Ça veut dire je l'aime. Et ça, c'est une question. En Suisse, par exemple, il y a du chocolat au lait. Moi, je déteste le chocolat au lait. Bon, j'y peux rien. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup, les Suisses, enfin pas tous d'ailleurs. Lui, il aime beaucoup le chocolat au lait, mais je crois que vous n'aimez pas le chocolat au lait. Donc ça veut dire que dire les Suisses aiment le chocolat au lait, c'est une connerie. Puisqu'il y en a certains qui l'aiment et d'autres qui l'aiment pas. Bon. Alors, du coup, voilà le genre de questions que je voudrais poser. Ici, vous voyez, là, voilà, là c'est toujours du charbon. C'est plus Picasso, enfin, c'est un autre. Bon. Et puis, en revanche, alors, là, il y a un tableau tout à fait extraordinaire. Alors, Léonard de Vinci, ce tableau, il dit tout aux cuisiniers. Je vais prendre... c'est une histoire vraie. Il y a eu le trophée international de cuisine où j'étais au jury. Et il y a un candidat qui n'a pas gagné, qui est venu me voir au cocktail le soir, en me disant « Hervé, le jury, c'est des vieux cons. Moi, j'ai fait de la cuisine moléculaire. Ils m'ont descendu, j'ai pas gagné. » Alors je dis « Mais qu'est-ce que t'avais quoi dans ton assiette ?» Elle m'a dit « J'avais un œuf fait à 65 degrés. »
Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, vous mettez un œuf dans votre lave-vaisselle et vous mettez le programme 50 écho. Hein. Ça cuit à peu près à cette température-là. Hein. Si vous mettez de la poudre à laver, mettez-le dans un sac en plastique, hein, ça sera meilleur quand même, parce que la coquille est poreuse hein, dans l'œuf. Hein. Voilà. Donc il y avait un jaune d'œuf à 65, il y avait une coquille Saint-Jacques, il y avait une béarnaise au jus d'huître, et puis il y avait un filet de poisson. Alors, on va voir un membre du jury, je lui dis, bah, tiens, vous avez aimé son plat? Il me dit, oh, l'œuf, extraordinaire. Alors on passe, et vous avez un autre membre du jury, vous avez aimé, ah, le poisson, la cuisson était parfaite. Troisième membre du jury, et alors vous, ah, la béarnaise, la béarnaise. Alors le mec me dit, mais enfin, c'est insensé, quoi. Si tous mes ingrédients étaient bons, pourquoi j'ai pas gagné? Et en fait, il n'avait pas compris ça. Ce tableau représente des cavaliers et des chevaux. Donc là, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, pourquoi représenter des cavaliers et des chevaux? On s'en fout à peu près des cavaliers et des chevaux. Simplement, si vous regardez bien la mimique des cavaliers et des chevaux, vous verrez que l'idée de Léonard de Vinci, c'est-à-dire la colonne vertébrale de ce tableau, c'est les hommes et les bêtes se ressemblent quand ils se battent. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tout autre chose, mais il y a une idée, il y a une colonne vertébrale. Et l'idée de la colonne vertébrale, elle est géniale. Et on ne me l'a jamais donnée quand j'étais étudiant. Je le regrette. On aurait dû me dire, quand j'ai commencé mes études, un tas de bidoches, ça s'effondre sur la table, voilà, un tas de bidoches. Si vous lui mettez une colonne vertébrale, à ce moment-là, ça fait un individu constitué. Et du coup, peut-être que nous devrions dire que tous nos travaux devraient avoir une colonne vertébrale. Quelle colonne vertébrale allons-nous choisir? Alors, là, je ne fais pas de science, là, hein. Simplement, j'essaie d'interpréter, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, c'est de l'art, hein, c'est pas de la technique, hein. Enfin, il y a de la technique. Hein. Alors, là, je veux combattre. Alors, je sais qu'en Suisse, les francs-maçons sont très bien représentés. Ces gens ont des idées idiotes, des théories imbéciles. Ils n'ont pas que ça, bien évidemment, je rigole. En particulier, il y a la théorie du nombre d'or qu'il faut absolument combattre. Le nombre d'or ferait le beau. Le beau avec un grand B. Mais le beau avec un grand B, c'est Platon, donc on est retombé dans des erreurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 4 rectangles. Ils n'ont pas les mêmes proportions. Il y en a un des 4 qui est construit selon le nombre d'or, c'est-à-dire que le rapport de la longueur par la largeur, c'est 1,62818, je sais plus quoi. Peut-être que je me trompe avec un autre nombre. Enfin, c'est l'ordre de grandeur 1,6. C'est celui du milieu. Moi, je le trouve un peu empâté. Donc, on a beau me dire qu'on a construit les cathédrales comme ça, ben, les cathédrales sont un peu empâtées. Voilà ce que je dis, moi. Moi, je préfère celui de gauche, là. Pas le premier, le deuxième. Hein. Le premier, il me semble un peu maigrelet. Le deuxième, je le trouve mieux. Et j'aime bien les livres qui ont ce format un peu en tuyau. J'aime bien. C'est une question de j'aime bien, c'est tout. Et le nombre d'or, bon. Ah, les carrés ont une grande beauté puisqu'ils ont les deux côtés égaux. Hein. Mais ça, qui aime les carrés? Ah ouais, quand même, il y en a. Hein, ouais. Qui aime le maigrelet, là? Ah, 2, 3, quand même. Hein, oui. Et tous les goûts sont dans la nature, les plus pervers se trouvent. Hein. Le nombre d'or, il y en a qui l'aiment? Oui, on n'ose plus après. Bon, ben, Alors avançons. Ah oui, parce qu'on m'a dit que les œufs étaient beaux parce qu'ils étaient construits sur le nombre d'or. Les œufs sont-ils beaux? Moi, je trouve que c'est un peu ovale, c'est pas très symétrique, c'est marron. C'est pas très beau, mais enfin j'ai quand même fait le calcul du grand axe sur le petit axe. Sur 4000 œufs, on ne trouve pas le nombre d'or, mais plutôt 1,4. Alors, maintenant, il y a un homme, un chimiste tout à fait extraordinaire. Ah oui, alors, puisque nous sommes à l'université et que nous avons une mission de connaissance, nous devons combattre, et en particulier dire, il n'est pas vrai qu'il y ait des acides gras. Il n'y a pas d'acides gras. L'industrie, une certaine industrie, pas toute, une certaine industrie vous bourre le mou, nous bourre le mou, en disant qu'il y a des acides gras, insaturés, pas insaturés, à grande chaîne, à petite chaîne, on nous bourre le mou, là-dedans il n'y a pas d'acide gras. Il y a des triglycérides, alors je suis désolé, ça fait plus de 3 syllabes, or 3 syllabes c'est la limite à partir de laquelle on ne comprend plus. Hein. Allez, c'est le mot. Hein. En vrai, on devrait dire des triacylglycérols, alors estimez-vous heureux. Hein. Donc, pour ceux qui ont peur des mots à plus de 3 syllabes et qui ont raison, il y a des petits machins qui sont comme des peignes à 3 dents. Et j'allais dire, ces dents sont des acides gras, mais ça n'est pas vrai. Du moment que ces dents sont attachées au peigne, ce ne sont pas des acides gras, il n'y a pas d'acide gras. En revanche, si je le détachais, je ferais des acides gras. Mais là, il n'y a pas d'acide gras. Bah, ça soit clair. Hein. Donc si vous voyez
une publicité où on vous dit dans votre bouteille d'huile, il y aura de très bons acides gras, je vous invite à écrire au fabricant avec lettre au, comment on dit, il y a un tribunal de commerce, un truc comme ça en Suisse, l'équivalent, non? Enfin bref, au tribunal de commerce, pour dénoncer une publicité mensongère. Mensongère. L'avenir de nos enfants est en jeu, hein. Soyons fanatiques, hein. Bon. Alors, Michel Eugène Chevreul est l'homme qui a découvert que dans l'huile, dans la graisse en général, il y a des triglycérides. C'est un travail de chimie remarquable. Et cet homme, à l'âge de 45 ans ou 47 ans, je ne sais plus bien, a été nommé directeur de la manufacture des Gobelins et on est venu lui soumettre des problèmes. Alors, les Gobelins, c'est des tapisseries et donc c'est une question artistique. Mais il y avait des teintures. La teinture, c'est déjà ce qu'on appelait des arts chimiques. Alors, les arts chimiques, je suis content de vous le dire, ce sont la fabrication de bougies, la fabrication de cosmétiques, la fabrication de peintures, de médicaments. Ah tiens, la pharmacie se retrouve dans les arts chimiques. Donc, est-ce que tous les pharmaciens sont chimistes? Voilà une question qu'il faudrait poser. Enfin bref, donc voilà les arts chimiques. Et alors, Chevreul a découvert, au cours de ses études, cet effet. Il a découvert que, vous voyez, l'intérieur du rond bleu paraît noir. Bon, c'est une influence visuelle. En gros, il y a des récepteurs de l'œil qui inhibent les récepteurs voisins. Ça s'appelle la loi du contraste simultané des couleurs. C'est donc une loi physiologique, c'est pas de la chimie. Et puis, ça a engendré des paradoxes. On ne voit pas très bien, mais il y a deux bleus ciel. En fait, ils sont de la même couleur, sauf qu'ils paraissent différents. Et ça a engendré une école de peinture qui s'appelle le néo-impressionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des relations entre art et science? Non. Chevreul, il faisait son boulot. Les teinturiers, ils faisaient leur boulot. Ces gens marchaient dans des chemins séparés, parce que Chevreul, il se fout de faire de la teinture. Les teinturiers, ils se foutent de comprendre la loi du contraste simultané des couleurs. En revanche, entre les deux, il y a un pont de transfert technologique, et ça permet que des connaissances produites dans un laboratoire se retrouvent en art. Comme Pierre et Marie Curie découvrent la structure de l'atome, ben un jour, il y a des ingénieurs qui en font du nucléaire civil, ou bien qui font Hiroshima. Mais ce n'est pas Pierre et Marie Curie qui sont responsables ni d'Hiroshima, ni du nucléaire civil. Hein. Donc, ce n'est pas Chevreul qui est responsable de néo-impressionnisme. Ce sont ceux qui l'ont utilisé. Alors, est-ce que c'est beau? Qui pense que c'est beau? Ouais, quelques-uns. Qui pense que c'est pas beau? Ouais. Qui hésite? Ouais, parce qu'il en manque. Hein. Bon, alors voilà, il y en a qui hésitent. Bon. Alors, du coup, en cuisine, parce que la cuisine, c'est quand même la chose la plus importante du monde, il faut bien le dire. Imaginez que vous mettiez vous prenez du saumon fumé, avec un petit emporte-pièce, pas trop gros, pour des raisons qu'on pourra discuter, vous faites un petit rond de saumon fumé. Vous laissez l'emporte-pièce dessus. Dessus, vous coulez une gelée de pamplemousse. C'est-à-dire, vous prenez du pamplemousse, vous mettez de la gélatine ou n'importe quel gélifiant, vous avez une gelée. Maintenant, vous mangez ça, c'est l'image de gauche. Les molécules sapides. Sapides, ça veut dire que c'est des molécules qui vont donner de la saveur parce qu'elles se dissolvent dans la salive et qu'elles vont stimuler nos récepteurs, qu'on appelle récepteurs gustatifs, mais on a tort, on devrait les appeler récepteurs sapictifs. Bien évidemment, parce que la saveur, c'est bon. Bon, donc vous allez sentir la saveur du saumon qui sera sur votre langue. En revanche, les molécules odorantes sont en général des molécules qui ne sont pas solubles dans l'eau, donc pas très solubles dans la salive, mais qui vont facilement dans l'air. Alors vous avez plein d'industriels du côté de la Suisse qui produisent ce genre de choses. Ces molécules odorantes, elles, si elles ne sont pas solubles dans l'eau, elles ne vont pas aller dans la salive. Mais donc elles seront bloquées, vous ne pourrez pas les sentir, parce qu'elles ne vont pas remonter par les fosses rétronasales dans la bouche. Ah, mais le pamplemousse, lui, le pamplemousse, ces molécules sapides n'iront pas dans la salive, puisqu'ils se retrouvent dans l'air. En revanche, les molécules odorantes peuvent partir dans l'air. Donc vous allez sentir en réalité, au début en tout cas, la saveur du pamplemousse et l'odeur, la saveur du saumon et l'odeur du pamplemousse. Si vous retournez l'objet, vous sentirez maintenant très différemment, parce que vous sentirez la saveur du pamplemousse et l'odeur du saumon. Autrement dit, le même objet, selon la façon dont il est construit, vous donnera des sensations très différentes. Alors, loi physiologique, y a-t-il un artiste dans la salle? Bah. Continuons. Je vous propose maintenant une hypothèse.
voilà ce plat extraordinaire servi à New York, qui est à la fois une réussite et une faute. C'est une petite bouchée de croûte de pâte à choux, hein, avec dedans de la coquille Saint-Jacques entrelardée de feuilles d'épinards. Je ne sais pas ce que ça coûte. Le coquille Saint-Jacques va être le plus cher. Hein. C'est cuit en entier et on vous le coupe en deux et on vous l'offre ainsi ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voyons qu'il y a une construction. Bon. Si on a une construction, ça veut dire que quelqu'un a construit pour nous. Donc il nous aime. Donc construire, ça, à condition de montrer la construction, ça veut dire je t'aime. Et si on nous aime, on est content. Bon. Donc hypothèse, quand c'est construit, c'est beau, quel que soit le secteur. Un devoir d'étudiant à l'université, s'il est construit, ça prouve que l'étudiant a pris du soin. Moi, professeur, je note bien. S'il n'est pas construit, on se de moi. Si c'est pas léché, s'il y a des fautes d'orthographe, etc., allez, panier, zéro. Il ne faut pas se foutre du peuple. Surtout qu'en plus, il y a des correcteurs orthographiques très bien faits. Hein. Alors, en revanche, regardez la sauce en dessous, c'est une flaque de pipi. C'est pas construit. Ça n'est pas beau. Donc, hypothèse. Une hypothèse, c'est juste une idée qu'on a, qu'on ne pourra jamais démontrer, et qu'on pourra ou qu'on ne pourra pas. Je vous propose de désormais penser que quand c'est construit, c'est beau. Alors, on va essayer de regarder le monde pour vérifier. Ben voilà un truc qui n'est pas construit. C'est pas très beau. Hein. Enfin, qui aime cette construction? Ah, il y a des pervers, oui, j'en vois trois là. Ah, les malins. Hein. Alors, ce poisson est un beau poisson. C'est du turbo. Mais il est construit. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que, donc, il est blanc, hein, comme les autres. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas terrible. Le goût, c'est pas mieux. Moi, un bon merlan en colère, du point de vue de la saveur, ça vaut largement un turbo. La consistance n'est pas la même. Ah oui, consistance. Parce que ce qui est plus intéressant dans le turbo, c'est de comprendre que les filets, qui font à peu près cette taille-là, donc 1 centimètre, ces filets, on les sent en bouche glisser les uns contre les autres. Pourquoi? Alors, deuxième hypothèse, c'est la dent qui fait tout. Et Protagoras avait raison, l'homme est la mesure de toute chose. Bon, alors, j'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment gros? Est-ce qu'un aliment qui serait gros comme ça, est-ce que c'est gros? Ben non, c'est gros, c'est petit par rapport au bâtiment, mais c'est gros par rapport à ça, par exemple. Mais dans le fond, est-ce que c'est gros quand on mange? Parce que c'est la seule question qui mérite d'être posée. Ben réponse, si ça rentre pas dans la bouche, c'est gros. Mais si ça rentre, c'est pas gros. Ah oui, mais quand je le mâche, parce que c'est quand même là que ça va arriver, c'est la taille de la dent qui détermine à la fois la taille des pièces qu'on va avaler et donc la perception qu'on en a. Parce que les dents sont munies de capteurs de pression qui disent « tiens, c'est gros ou c'est petit ». Ah, mais ça c'est intéressant parce que 1 centimètre, c'est la taille de la dent. Donc quand c'est trop petit, ça n'est pas perceptible en tant qu'objet qu'on mâche, mais quand c'est trop gros, c'est trop gros. Et bien le turbo, les filets font la taille de la dent. Et tout le monde dit c'est un beau poisson. Voilà encore une hypothèse. Bon, alors continuons sur les hypothèses. Voilà un plat, alors celui-là je l'avais montré ici, c'est un plat qui est entièrement construit, du point de vue des odeurs, des saveurs, du trigéminal. Trigéminal, c'est le piquant et le frais, hein. Des températures, j'ai dit des couleurs, j'ai pas dit des couleurs, si des couleurs, de tout quoi, tout est construit. Alors, il n'y a plus de fondu, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus de rejeti, il n'y a plus rien. C'est un aliment qui n'a pas de nom, puisqu'il n'est pas traditionnel. Donc, il faut lui donner un nom, d'abord. Et puis ensuite, il est construit. Alors, est-ce qu'il est bon? Bah, si vous l'aimez, il est bon. Si vous ne l'aimez pas, il n'est pas bon. Ah, celui-là est construit. Je t'aime. Celui-là est construit. Je t'aime. Ah, la taille de la dent. Alors là, c'est une manip toute neuve. Je ne l'ai pas publiée encore. Ne me volez pas cette publication, elle est très bien. Pour des raisons compliquées qui sont que l'estragon et le basilic contiennent une molécule extraordinairement toxique qui s'appelle le méthylchavicol. Très 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 toxique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de dose. Même à toute petite concentration, cette molécule, quand vous la mettez sur des cellules en culture, ça tue tout le monde. Hein. Donc cancérogène, tératogène. Vous la donnez à des rats, les petits souriceaux, enfin des souris, les petits souriceaux des malformations. Hein. Donc estragon, basilic, c'est 50% de l'huile essentielle de l'estragon et du basilic, enfin 50 à 65%. Faut-il manger de l'estragon et du basilic? Après ce que je viens de dire, voilà une vraie question. Et je vais vous laisser mariner quelques secondes avant de vous donner la réponse. Faites-moi penser de vous donner la réponse plus tard, hein, quand même, parce que si j'oubliais, je m'en voudrais. Hein. Alors,
nous avons, comme cette molécule est dangereuse, nous étudions au laboratoire le poulet et l'estragon. Et nous étudions aussi, comme les Italiens mangent des feuilles de basilic avec leur salade, pas seulement eux, hein, nous étudions aussi comment ces feuilles sont broyées en mastiquant et pourraient libérer l'estragol. Alors voilà une feuille d'estragon qui a été mastiquée 5 fois. Alors le protocole est très précis. Hein. Rigolez pas, parce qu'après, le contribuable français ne voudra plus me donner de sous. Hein. Donc, nous avons pris des feuilles d'estragon que nous pesons. Nous allons au champ le matin. Nous les pesons. Nous les coupons en deux dans le sens de la longueur. Une moitié est mastiquée, l'autre moitié fait du poulet à l'estragon. Celles qui sont mastiquées sont mises en bouche, toujours par la même personne, mais plusieurs personnes différentes sont comparées. Nous mastiquons soit 5 fois, soit 10 fois, soit 100 fois. Nous recrachons l'estragon dans des espèces de filtres spéciaux, de telle façon que nous aspirons la salive qui contiendrait l'estragol, la molécule toxique, et ensuite on se rince la bouche avec de l'éthanol pas pur à 65%, et on recrache par-dessus pour ensuite récupérer toutes les phases qui sont analysées pour savoir s'il y a cette molécule. Alors voilà 5 fois, et voilà 100 fois. C'est fascinant, ces images sont fascinantes. Mais oui, attendez. Elles sont fascinantes parce que les histogrammes montrent qu'il y a une fréquence de coupure qui est la même. C'est-à-dire que qu'on mastique beaucoup ou pas beaucoup, de toute façon, c'est la dent qui coupe. Donc c'est la dent qui impose sa taille. La dent détermine la cuisine, l'homme est la mesure de toute chose. Maintenant, est-ce qu'en dosage, on va retrouver la même idée? J'en sais rien, et c'est parce que j'en sais rien que je suis content. Il y a deux sortes de gens dans la vie. Il y a des gens qui se satisfont de réponses. Alors ceux-là, on n'en veut pas en science. Et puis il y a des gens qui sont émerveillés, éblouis par des questions, et ceux-là, on en veut, parce qu'ils n'auront devant eux que des questions. Parce que s'il y a des réponses, à ce moment-là, on fait autre chose. Hein. Donc on devrait sélectionner les candidats à l'université selon leur aptitude à aimer les questions sans réponse ou pas. Bon, voilà. Donc alors, je reviens de Hong Kong, et la raison pour laquelle parce qu'au programme, c'était pas ça qui était annoncé. Hein. On a tout changé, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. À Hong Kong, on a fait un menu avec Pierre Gagnère, un menu de presse, enfin où il y avait les journalistes seulement, qui coûtait très cher d'ailleurs, parce que les journalistes ont payé pour venir manger. On a été obligé d'en faire, non pas une soirée, mais 2 soirées. On a été obligé de le refaire en plus pendant une semaine, et puis maintenant il continue. Bon, enfin bref, l'idée était la suivante. Voilà ce premier plat, à ma connaissance, de l'histoire de la cuisine, qui soit entièrement fait, composé par composé. Il n'y a plus de carottes, plus de navets, plus de viande, plus de poisson, plus d'œufs. On a pris des composés dans des bouteilles, et il a travaillé beaucoup pour assembler ces composés, pour faire un plat qui avait des consistances, qui avait du chaud, du froid, du dur, du mou, des odeurs, des saveurs, du trigéminal, de tout. Ne me demandez pas à quoi ça ressemblait, je ne pourrais pas vous dire, parce que imaginez que quelqu'un n'ait jamais vu de bleu, et il vous dirait c'était quelle couleur? On ne peut pas dire. Imaginez que quelqu'un n'ait jamais senti une rose, il vous dit c'est comment l'odeur d'une rose? Bien difficile. Et bien là, je ne peux pas vous dire quel goût ça avait. Donc la seule façon pour vous de le savoir, c'est soit d'aller chez Pierre Gagnère, ce qui est largement au-dessus de salaire moyen d'un professeur d'université, ce qui est d'ailleurs un scandale, parce que dans notre monde où quelque chose a la valeur qu'il est payé, si la science n'est pas payée cher, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Et si elle ne vaut rien, ça veut dire que ses productions ne sont pas transférées correctement. C'est-à-dire que l'industrie s'en fout. On va donner des sous aux scientifiques pour qu'ils s'amusent, qu'ils ne nous embêtent pas. Hein. Mais leur production, bon non, là, qui gardent leurs trucs foireux, nous, on a un business, on doit vendre, et donc ça traîne dans des tiroirs. C'est honteux. C'est honteux. Et c'est un gâchis social considérable. Je milite pour que les scientifiques... Et c'est pas moi qui suis en cause, moi je m'en fous, j'ai un laboratoire, donc c'est pas... Nous devons payer mieux la science mais nous devons apprendre à mieux la valoriser. Alors là, je suis très ennuyé parce que, vous voyez, on tombe dans la morale. Et la morale, c'est chiant, c'est chiant. Donc, rigolons un peu, passons à la suite.
Donc voilà, alors là, ça a des tas de questions. Hein. A-t-on le droit d'empoisonner le peuple en lui faisant manger des composés hein? Ouais, des composés, mais enfin quand même, c'est quoi ce truc-là? C'est pas des composés? Alors, composés chimiques, ça n'existe pas. Hein. Il y a des composés, point. Ça, eh ben, ça s'appelle de l'eau. Celui-là, une petite poudre blanche, on va faire des lignes. Hein. Ça n'est pas de l'héroïne, hein, même si on est à Genève, qui est une plaque tournante du commerce de la drogue. Non, je rigole. J'en sais rien, moi je ne fréquente pas ces milieux-là, j'ai autre chose à faire. Et puis j'ai tout au labo, donc j'ai pas. C'est autosuffisant, ça. Non, mais je veux dire, quand je dis j'ai tout au labo, j'ai des équations différentielles. Hein. Alors, ce machin-là, le saccharose, sucre de table, c'est sans doute un nom usurpé par les marchands de sucre. Enfin, c'est du saccharose. Les Anglais disent fructose. Ce truc-là, ici, est pur à 99,8% au minimum. C'est donc un composé à l'état très pur. Pas complètement pur, puisqu'il y a les 0,2%, hein, mais il est raisonnablement pur. Bon, bah alors, pourquoi je ne ferais pas une cuisine avec de l'eau et du sucre? Déjà, c'est pas compliqué, hein, ça s'appelle un sirop. Donc, faire un plat composé par composé, il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien de nouveau d'une certaine façon. En revanche, les producteurs, à ce moment-là, se disent, ah ouais, mais enfin, les salauds de chimistes, ils sont à la solde de l'industrie chimique, ce qui n'est pas vrai. Hélas, j'aimerais bien que l'industrie chimique me donne plein de sous, moi, pour mon labo. Et ces salauds, ils veulent pas, c'est des radins, insensés. Alors du coup, les agriculteurs disent, ouais, mais nous, nos navets, nos carottes, nos poissons, nos viandes, qu'est-ce qu'on va faire? Ben réponse, s'ils font du raisin, le raisin, ça se vend pas. La seule façon de gagner sa vie, c'est de faire du vin. Bon. Du coup, ça s'appelle de la valeur ajoutée, à condition de faire une petite transformation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des carottes, et des carottes, on ferait des fractions, et ces fractions, ça peut être des composés, ces composés, si les cuisiniers savent les utiliser, ils vont faire une cuisine. Alors, est-ce que ça sera bon pour la santé? Je m'en tape. De toute façon, ça sera bon si c'est bien fait, si c'est mal fait, ça sera mauvais. Hein. Si on met des fractions toxiques là-dedans, eh bien, ça sera mauvais. Or, l'estragol, rappelez-vous l'estragol, très mauvais. Bon. Alors, que faut-il faire? Ben, il faut faire bien, parce que la cuisine, ça consiste à dire « je t'aime ». Ouais, il y en a quelques-uns qui ont suivi, pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est en plus ça, parce qu'on n'ose pas dire « je t'aime ». Allez, je vous propose de le dire. Respirez très profondément une fois, d'abord. Respirez, allez, on respire une fois. Allez, je plus fort, voilà. Et bien, pour la première fois dans l'histoire de l'université, en 450 ans, des gens ont crié « je t'aime ». Et bien, c'est pas rien. Non. Alors, est-ce que c'est ça la cuisine de demain? Alors, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu à l'université de Genève, j'étais assis ici, enfin j'étais debout ici, avec un bouquin sur le bras. Il y a une photo, on m'a pris un peu en contrebas, là, comme ça. Alors, ça fait tout de suite Napoléon. Hein. Cette photo a fait le tour du monde. Et puis, en gros, je disais, la cuisine moléculaire est morte. Bon. Alors, j'espère que la cuisine moléculaire va mourir bientôt, puisque sa définition, c'est de nouveaux ingrédients, de nouveaux ustensiles, de nouvelles méthodes. Donc vite qu'on fasse la transition technique et qu'on passe à autre chose. Alors l'autre chose, c'est cette cuisine note à note dont je vous ai montré un plat tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité d'une évidence absolue. D'autre part, ça ne remplacera pas le cassoulet. Ça vient, ou la fondue, ça vient s'ajouter. Imaginez une vie où vous ayez que la fondue. Vous vous rendez compte de l'emmerdement? Mais si vous avez la fondue et les röstis, c'est mieux. Et si vous avez la fondue, les röstis et les croûtes, c'est encore mieux. Mais si vous avez la fondue, les röstis, les croûtes et le fondant, c'est pas mal. Et puis si vous avez... Donc notre bonheur, c'est d'avoir à la fois Bach, Debussy, Mozart, Boulez, tout, quoi. Même Madonna, à la limite. Hein. Bon, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de penser des possibilités d'augmenter le répertoire pour se mettre en position de choisir des choses neuves. Ça paraît évident, quoi, du point de vue... Alors, après, il y a la question de ceux qui ont peur, mais ceux qui ont peur, de toute façon, c'est fichu, ils ont peur, ils ont toujours peur. Alors, à gauche, vous avez donc les ingrédients alimentaires habituels. Ces ingrédients sont des mélanges. Par exemple, un œuf, c'est un mélange. Hein. Un mélange, ça veut dire que dedans, il y a plein de composés différents. Ces composés différents... Alors, je ne vais pas vous faire le coup du blanc d'œuf qui est jaune, parce que c'est quand même vrai. Hein. Vous vous rappelez que le blanc d'œuf est jaune. Hein. Bon. Donc, le blanc d'œuf qui est jaune, lui,
s'appelle blanc d'œuf pour des raisons que je ne comprends pas, mais surtout, il est fait de 90% d'un composé très dangereux qui s'appelle l'eau, et c'est très dangereux puisqu'une goutte de ce composé suffit à troubler le pastis le plus pur. Hein. Et l'autre partie, c'est des protéines. Alors, il n'y a pas d'albumine, il y a des protéines. Il y en a 10%, c'est-à-dire ce machin-là fait 30 grammes. Si vous le faites sécher, ça pèse plus que 3 grammes. Il y a une feuille jaune et craquante. Bon. Donc, des composés. Mais là, dans ces protéines qui vont vous rester, il y a une vingtaine de sortes de protéines. Donc, l'idée, c'est d'arriver à séparer. Le mélange, nous, on cuisine depuis le Moyen-Âge avec des mélanges. Mais les cuisiniers ont bien appris à faire mélange plus un composé. Quand les carottes ne sont pas assez sucrées, bah, il ne faut pas être con, on met du sucre. Alors ça pourrait être du miel, ça pourrait être du glucose, ça peut être du fructose, ça peut être du lactose, mais en gros, on met quelque chose qui va le donner plus de sucre. Pourquoi est-ce qu'on aime le sucré? Sans doute parce qu'on est des primates, mais enfin bon. Mais du coup, là on était tous les composés ensemble sans pouvoir choisir. En peinture, ça serait comme si on avait du marron, du violet. Avec du marron et du violet, vous ne ferez jamais du jaune. Hein. Ah! Ici, vous auriez du violet avec du jaune. Vous avez plus de possibilités. Mais si vous avez du rouge, du jaune et du bleu, vous pouvez faire toutes les couleurs. Donc l'idée de cuisiner avec des composés, c'est une idée évidemment bien plus porteuse que d'utiliser des navets, des carottes, des poissons et des viandes. Et le calcul montre que l'éventail des possibilités est considérablement plus large. Alors, les notes, voilà, donc voilà le jeu. On jouerait note par note. On dirait, tiens, je vais prendre de ce composé-là. Ah, mais pas de celui-là. Et puis aujourd'hui, je voudrais une goutte de celui-ci. Et puis là, je voudrais 1 cm3 de celui-là. Voilà la cuisine de demain. Pas toute la cuisine de demain. La fondue restera, hélas. Parce qu'elle doit être très très toxique, mais enfin, c'est pas grave. Alors, les notes, on va pas... Alors, il y a du danger, hein, il y a du danger, mais un couteau, si on court avec un couteau la pointe en l'air, et qu'on tombe, on se met dans l'œil et on meurt. Bon. Donc, le couteau est dangereux aussi. Tout est dangereux, donc arrêtons d'avoir peur. Non, ceux qui ont peur, j'y peux rien, c'est fichu pour eux. Alors, les notes, l'eau, l'acide tartrique, je vous invite à avoir sur la table une salière d'acide tartrique qui donc s'appellerait une tartrière. L'acide tartrique, c'est une saveur acide délicieuse. Le glucose, c'est pas mal, j'aime bien. Le glycérol, ça donne l'onctuosité au vin. Alors, quand je dis bon pour la santé, c'est évidemment de la fraude. Hein. Rien n'est bon pour la santé, tout est mauvais. Hein. Alors, celui-là, j'aime beaucoup, c'est l'éthanol. Alors celui-là fait peur, il fait peur aux non-chimistes, mais c'est le sucre de table, je suis désolé, c'est le sucre de table. Si on veut être vraiment pardon, en fac, hein, on va pas dire sucre de table, hein, on va pas dire saccharose, hein, on va dire bêta-D, fructose, fétarosé, on va dire le vrai mot, parce qu'il faut que les étudiants l'apprennent, hein, il faut bien les emmerder un peu avec ça, hein, quand même, parce que sinon, où va-t-on hein. Bon, alors ensuite, alors ceux-là font peur. Alors, ils font peur en particulier parce que, vous voyez qu'au milieu, il y a une espèce de petit truc avec des O, c'est des atomes d'oxygène, et ces ponts s'appellent des ponts spirolactones. Alors là, ça doit être dangereux. Hein, ça. Mais c'est le caramel, donc on s'en fout complètement. Non. Non. Alors, là, la bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. J'avais montré ces réactions de Maillard, je crois, la dernière fois que je suis venu à Genève, et je disais, les réactions de Maillard, c'est bien, mais... Bon, d'abord, ces réactions, je les ai popularisées effroyablement. En réalité, quand vous faites brunir une viande, il y a aussi des hydrolyses, il y a aussi des oxydations, il y a aussi des dégradations de Strecker. Il n'y a pas que Maillard dans la vie, hein. Heureusement, parce que sinon on s'emmerderait. Hein. Maillard, c'était un chimiste nancéen, hein, 1912. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, passé les premières étapes de la réaction de Maillard, vers la troisième boîte au-dessus, là, vous avez mélanoïdine. Alors, mélanoïdine, c'est un truc de chimiste pour dire qu'on ne sait rien. En gros, la mélanine, c'est un pigment noir, et quand ça ressemble, on dit mélanoïdine. Ça n'a rien à voir chimiquement, mais on dit ça. Alors, au-dessus, il y a une petite boîte, vous voyez, aldimine, ça existe vraiment, mais au-dessus, il y a encore aldéhyde. Voilà. Alors, c'est dans celle-là qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a marqué H2S. H2S, les chimistes le savent, c'est un gaz qui pue, mais qui pue. L'œuf pourri, c'est effroyable. Hein. Alors, il faut savoir qu'on en meurt de ce gaz-là. Hein. C'est un gaz très dangereux. Il y a eu une mort à l'université d'Orsay il n'y a pas longtemps. Et le premier signe de l'intoxication, c'est quand on le sent plus. À Vichy, quand vous arrivez dans la ville de Vichy, ça sent l'H2S. Au bout de quelques heures, vous ne le sentez plus. Faut-il aller prendre les eaux? Voilà une question que je vais poser.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de découvrir que ce gaz nauséabond est plus efficace que le Viagra. Et donc, si vous faites des œufs avec un cerne-vert, le cerne-vert, c'est les protéines. C'est les protéines de l'œuf. Alors là, il y a une manip qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais que j'invite tous les universitaires à faire. Vous prenez ça, vous le chauffez, et vous mettez au-dessus un papier trempé dans de l'acétate de plomb. C'est donc votre papier filtre à l'acétate de plomb, c'est comme de l'eau, mais il ne faut pas le boire, il y a du plomb dedans. Hein. Et quand cet acétate de plomb rencontre l'H2S, ça noircit. Allez ben, quand vous faites ça, vous mettez votre papier, ça noircit. Ça prouve que vous faites de l'H2S. Et votre jaune cerné de vert dans l'œuf dur, c'est de l'H2S. Donc, très bonne nouvelle, si vous avez un rendez-vous galant, surtout faites des œufs durs trop cuits. Bon, alors avançons. Alors, il y en a d'autres, voilà. Alors, on avait travaillé, on avait dit, tiens, mettons des composés, j'allais dire des composés chimiques, non, des composés. Un composé n'est pas chimique. Un composé devient chimique si un chimiste l'étudie, sinon c'est un composé. Hein. L'eau est un composé, pas chimique. Si je le prends en laboratoire et que je l'étudie, ça devient un composé chimique. Bon. Alors donc on avait mis des composés, mais ça c'est pas nouveau, le sucre de table. Et il y a quelques années, j'avais réussi à persuader des copains cuisiniers à faire cette sauce qui est entièrement composée par composé. C'était pas mal. J'ai appelé ça sauce volaire. L'ennui, c'est que c'est pas encore la cuisine dont je rêvais, celle où il n'y aura plus de viande, plus de poisson, plus de légumes, plus de fruits. Et pour ça, il a fallu attendre parce que le public n'était pas prêt. Et voilà, de nouveau, le plat de Pierre Gagnère, le premier plat de cuisine entièrement d'intadote. Alors, il en a fait plusieurs. Je ne pense pas que Pierre Gagnère ira très loin dans cette voie, au moins pour l'instant, parce que le monde n'est pas prêt. Hein, on veut notre croûte au fromage, on veut notre fondant, on veut, je ne sais pas bien pourquoi, on n'est pas prêt. Et ce plat était le premier d'un menu que je vais maintenant vous raconter si j'ai le temps. Parce que j'ai dû déjà déborder. Hein. En fait, il faut me faire... Alors, voilà le deuxième plat. Alors, ce menu était entièrement fondé sur des inventions. Alors, inventions. Je vais y aller mollo. Des trucs que j'ai proposés à Pierre. Alors, ici, par exemple, il y a 3 couches. Au-dessus, c'est une purée d'avocat, donc là, il n'y a pas d'invention. En dessous, il y a une lamelle de pain coupée très fine, très mince, pardon, parce que fine, c'est un fil et mince, c'est une feuille. Bon. Donc, très mince. Oui, parce que notre grand Lavoisier nous a quand même dit, la science, c'est les phénomènes. Les phénomènes, le scientifique les manipule par la pensée. Et la pensée, elle se manipule par des mots. Conclusion de Lavoisier, du grand Lavoisier. Nous ne pourrons donc pas perfectionner la science sans perfectionner le langage et inversement. Donc en réalité, il devrait y avoir des cours de français. Alors, si on est en langue française ici? Oui, on n'est pas en Suisse alémanique. Hein. Il devrait y avoir des cours de français dans les facs de sciences, mais des cours de sciences dans les facs de français. Ça paraît évident. C'est pas toujours le cas. Il y a des cours d'anglais. Mais enfin, les cours d'anglais, bon, d'accord, c'est pas très difficile l'anglais. Donc, les cours de français, c'est plus intéressant. Alors, en dessous, il y a un foie gras chantilly. Alors, je ne le raconte pas. D'abord, c'est en ligne. Vous faites Pierre Gagnère, vous allez dans Art et Sciences, et vous trouvez la recette que j'ai inventée en 2000, je sais pas combien, 2001. C'est une façon de prendre le foie gras et de le faire mousser comme une chantilly. Je ne sais pas si vous avez beaucoup joué à faire du fromage chantilly, mais c'est vraiment délicieux. On ne met pas de la crème chantilly dans le fromage. Hein. On prend une fondue et on la fouette dans certaines circonstances en la refroidissant, et à ce moment-là, elle se met à mousser comme une chantilly. Si le fromage est bon, si le vin est bon, ça peut être bon. Hein. Bon. Enfin bref, donc un limite de concombre, ça consiste simplement, alors c'est tout con, hein. On prend un récipient, on met un jus de concombre, on l'assaisonne, on chauffe un tout petit peu, on met une feuille de gélatine, et à ce moment-là, on prend un fouet de l'huile, on fouette, et on émulsionne. Ah oui, on émulsionne. On émulsionne de l'huile, ça fait donc une émulsion, comme une mayonnaise, mais une mayonnaise qui aurait le goût du concombre, et de l'huile où on aura fait macérer quelque chose. Cette huile où on aura fait macérer quelque chose, ça peut être du concombre. Ah oui, parce que les chimistes savent très bien que quand on prend des solvants, voilà un solvant, hein, c'est de l'eau, hein, n'ayez pas peur, c'est de l'eau.
J'en prends un deuxième, c'est de l'huile. Voilà, oh, ben je vais en prendre un troisième parce que je vois que j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà de l'éthanol. Enfin, celui-là, il ne faut pas le boire. Hein. Mais, vous voyez, je vais essayer de le faire très doucement. Vous voyez déjà que mes deux premiers solvants ne se mélangent pas. Pardon. Voilà, alors je suis en train de faire une troisième couche. L'éthanol est au-dessus. Donc j'ai trois solvants qui ne se mélangent pas. Donc déjà, je me dis, ben, dans le fond, faire des cocktails avec plusieurs couches, c'est pas bien compliqué, puisque là, on en a mis trois. De toute façon, c'est pas compliqué, parce que si on se mettait à faire mousser quelque chose, comme du blanc d'œuf, on peut donner le goût au blanc d'œuf de ce qu'on veut. Quand on superpose des couches de mousse, ça ne se mélange pas. Donc c'est pas très difficile de faire des cocktails à 10, 20 couches, 30 couches, etc. Bon. Mais enfin, ici, on a des solvants. Alors maintenant, imaginez que je broie du concombre. Et ce concombre broyé qui contient des molécules qui sont solubles dans l'eau et d'autres qui sont solubles dans l'huile, je vais mettre là-dedans. Les molécules de concombre qui iront dans l'eau iront dans l'eau. Les molécules de concombre qui sont solubles dans l'huile iront dans l'huile. Je sépare les deux fractions, j'ai des molécules qui sont différentes. Donc j'ai des goûts qui sont différents. Et puis de toute façon, j'ai même pas besoin de mettre d'eau, puisque le concombre, je peux le broyer, c'est plein de flotte. Je mets l'huile par-dessus, et puis j'extrais ce que je veux. Alors j'extrais. On est déjà en train de faire ce que fait la chimie. Alors, non pas des arômes, je déteste le mot, parce que l'arôme, la définition, c'est l'odeur d'une plante qui est dite aromatique. Donc, il n'est pas vrai que Firmenich ou Givaudan fassent des arômes. Ils font des compositions ou des extraits, pas des arômes. Luttons contre ce mot fautif. Non, mais je sais qu'ils sont là, c'est pour ça que... Mais comme ils ne payent pas. Voilà. Non, mais vous irez le dire à Maria Inés Velasco, elle s'appelle pas comme ça, non? Bon, passons. Non, mais le plus intéressant, c'est que si vous avez pris votre eau de concombre, vous avez émulsionné l'huile de concombre, enfin l'huile concombrée en quelque sorte, avec une feuille gélatine, vous avez une espèce de gel très délicat qui s'appelle donc un liquide de concombre. Alors, y a-t-il des relations entre l'art et la science? Parce que ça, c'est une invention, c'est pas Pierre Gagnère. Pierre Gagnère l'a fait. Mais moi, j'ai pas mis la main à la pâte dans cette affaire. Alors maintenant, juste parce qu'on a évoqué l'industrie. Alors l'industrie, il y a un mot qui marche à tous les coups. Si vous êtes scientifique et que vous voulez avoir des sous de l'industrie, vous leur dites, je vous propose de l'innovation. Alors là, ça marche, ça c'est merveilleux. Innovation, ça marche à tous les coups. Hein. Alors je veux montrer que c'est une connerie. Parce qu'il suffit de bosser. Ouais, alors voilà. Vous avez un œuf, hein, je ne crois pas que j'avais montré ça. Vous avez un œuf, il vous reste qu'un œuf à manger. Les Martiens nous ont amnésiés. Vous savez, ces gens sont terribles. Et donc, il nous reste un œuf, on ne sait même plus son nom. Ça tombe bien, parce qu'on a oublié d'appeler blanc d'œuf quelque chose qui est jaune. Donc, en revanche, il nous reste la capacité de compter. Parce que depuis un mathématicien qui s'appelait Peano, on a compris que compter, c'est tout, quoi. Donc on sait compter. Alors l'œuf, pour lui, c'est à l'origine de toute chose. On va lui donner le numéro 1, pardon. L'enfant que nous sommes restés, enfin j'espère, parce que si on n'est pas un enfant, on va se mettre à se prendre au sérieux, quoi. On va se mettre à porter des cravates. Non mais je dis ça parce que notre ami Jacques a une superbe cravate. Ne manquez pas sa cravate tableau de Mendeleïev. Mais c'est un tableau de Mendeleïev, il a tordu le bras au tableau de Mendeleïev. Le salaud, hein. Mendeleïev, il n'a même pas eu le prix Nobel. Enfin bon, bref. Donc, nous sommes restés des enfants, même Jacques qui s'amuse à mettre des cravates tableau de Mendeleïev. Donc, ces œufs, on les casse immanquablement. Si on les casse, on s'aperçoit qu'il y a des morceaux. Alors, on ne sait plus le nom, ça tombe bien. Donc, on leur donne des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, et puis on va leur faire quelque chose. Alors, leur faire quelque chose, par exemple, on va leur faire... où est-ce qu'il est mon jaune d'œuf? Voilà mon jaune d'œuf. Voilà mon jaune d'œuf. C'est un mélange. J'y mets un composé. Et crac, j'obtiens un œuf poché. C'est pas un œuf poché, puisque la structure est différente. Bon, je touille comme ça, voilà. C'est dans l'alcool, donc ça c'est pas mauvais. Donc on obtient un œuf poché. Ça coagule, on va dire simplement. Est-ce que cette coagulation est la même que celle d'un œuf? La réponse est non. Vous voyez, ça coule plus, hein, c'est bien coagulé. Hein.
On peut le faire mieux que ça. On peut surtout le faire mieux qu'avec l'alcool à brûler, parce que l'alcool à brûler, du point de vue culinaire, c'est pas terrible. Mais voilà un objet. Ah oui, donc ça veut dire qu'on a pris des parties dans l'idée. C'est-à-dire, si je me mets un pas en arrière de moi-même, ce qui est quand même assez difficile, parce que si je suis moi-même, il faut que je me remette un pas encore en arrière, mais là, enfin, bref, je vais finir par tomber dans le trou. Hein. Si je me mets un pas en arrière de moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me demande, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé des parties, et ensuite j'ai ajouté des choses. Donc le code va consister à maintenant ajouter des choses. Donc on continue le code. Ne rien ajouter, c'est une façon de procéder aussi. Mais on peut ajouter plein de choses. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'anglais, il y a marqué rien, gaz, eau, huile, solide, éthanol, acide, alcali et chaleur. Alcali, ça peut être la soude caustique, mais ça peut être le bicarbonate. Ça peut être les lessives de cendre. Dans les cuisines, dans le temps, on cuisait les haricots verts dans des lessives de cendre. C'est-à-dire qu'on prenait la cendre, on la mettait dans un filtre ou dans un linge, dans un chinois, on mettait de la flotte, et dedans, il y avait de la potasse. Très dangereux, hein, et ils cuisaient leur haricot vert là-dedans. Alors, le bon vieux temps... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Ben, on obtient nécessairement un tableau. Vive Mendeleïev! Les tableaux sont géniaux, et ils sont géniaux parce qu'une case vide, c'est l'invitation à la remplir. Donc, remplissons le tableau. Alors, on départ de 1, l'œuf. Ensuite, on a 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6. Puis ensuite, on a 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, etc. Alors là, j'ai mis... il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. Alors, vous voyez, 1, 1, 6. Voilà une recette. Donc, je propose que les livres de cuisine soient foutus au panier et que maintenant, les recettes, ça soit 1, 1, 6. Si on part de viande, ça sera 2, 3, 7, etc. Alors le 1, 1, 6, le 1, 6, c'est une recette toute facile à faire. Vous prenez un œuf, comme ça, vous le mettez dans un récipient. Voilà, on va essayer de le mettre dans un récipient, ici. Et puis, 1, 1, 6, on a dit. Hein. 1, 1, 6, donc on met de l'éthanol par-dessus. Alors cette fois-ci, ça peut être une excellente eau de vie de Mirabelle, par exemple. Hein. Et vous le laissez un été. Alors, sans rien. Vous le laissez un été, vous l'ouvrez, et vous avez ce que j'ai appelé un baumé. Alors, baumé, c'était un chimiste. En l'appelant un baumé, nous faisons manger de la chimie au public qui la déteste. Et si c'est bon, il dit « Ah, c'est bon !» Bon. Donc, c'est ça l'entreprise. Alors, 1, 1, 6, 1, 1, 7. Alors, ça, c'est pour les jours où il pleut, vous mettez dans du vinaigre. Le vinaigre attaque la coquille, ça fait du CO2, très dangereux pour l'atmosphère. Ensuite, quand il n'y a plus de coquilles, ça gonfle par osmose. Ah oui, mais à l'université, on leur fait l'osmose. Alors, égalité des potentiels chimiques, gna, 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 ça les emmerde, nos étudiants. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par mettre un œuf dans du vinaigre? Et puis ça va gonfler. Parce qu'en plus, moi, toute ma jeunesse, on m'a seriné des membranes semi-perméables. Membranes semi-perméables. J'en ai jamais vu de ma vie, des membranes semi-perméables. Eh bien, ça y est, je la vois. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est qu'une fois que votre œuf a gonflé par osmose, si vous mettez plein de sel dans la solution, pssst, il se dégonfle. Vous remettez plein d'eau, pssst, il regonfle. Et bien là, on la voit l'osmose. Et alors là, on est prêt à calculer. Hein. Bon. Alors, on peut continuer comme ça beaucoup. Hein. Donc, voilà des œufs après 1 heure, après 2 heures, après une semaine, etc. Avec de la chaleur, voilà ce que ça fait. Alors, vous voyez le cerne-vert, le beau cerne-vert Viagra, vachement bien. Alors, ça, c'est la théorie, je ne vais pas m'attarder longtemps parce que j'avais montré à Genève, la coagulation des œufs, c'est plus intéressant que simplement dire les protéines coagulent, parce qu'il y a plusieurs sortes de protéines, et elles font des filets qui se tiennent différemment, d'où les œufs à 65, mais aussi à 63, 64, 65, 66,5, 67,5, vous voyez, on peut modeler le jaune, 69, et regardez le blanc, quand on augmente d'1 degré, la coagulation a changé. Et dans votre lave-vaisselle, si vous mettez des œufs, enfin, dans mon lave-vaisselle 1000, bas de gamme, acheté chez Darty, quand je mets le programme 50 échos, je peux vous dire que moi, ça cuit à 70. Alors, à vous de faire les expériences. N'ayez pas peur. Si ça coagule, vous aurez tué les bactéries. En revanche, si c'est pas coagulé, ne mangez pas les œufs, parce que ça dépend de vos programmes. Hein. 50 échos, je ne suis pas sûr que vous l'ayez tous. Hein. Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des choses anciennes. 1,39, c'est l'œuf sur le plat, ça existait.
Un 4,9, c'était l'omelette. Un 5,4, c'était la mayonnaise. Ah, mais celui-là, il n'existait pas. Donc il faut l'appeler ténard. C'est celui qu'on a fait. C'est un ténard de blanc. On peut faire un ténard de jaune. Le blanc en neige. Alors, le Geoffroy n'est pas donc difficile. 1, 6, 4. Alors, 1, il me faut un 9. Bon, je l'ai. 6, il me faut un blanc. Le blanc est jaune, mais je le mets. Bon. 4, il me faut 4. Il me faut de l'huile. Ben, j'en ai. Alors ensuite, j'ajoute mon huile en fouettant. Et puis là, ça mousse. Vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance, je vous montrerai après. Ça mousse. Et puis ensuite, le fouet introduit l'huile dans l'eau du blanc. Les protéines vont se mettre autour. Le fouet, ustensile du Moyen-Âge, devrait être remplacé depuis très longtemps. Hein. C'est une connerie, cet ustensile-là. Au labo, pour faire des émulsions, on a des sondes d'ultrasons. Pourquoi n'avons-nous pas ça? La cuisine moléculaire n'a pas fait son boulot encore. Il y a à faire. Et il y a à faire et il y a à vendre. C'est-à-dire qu'une compagnie... Parce que Robocoupe nous annonce des prouesses technologiques, mais en gros, ils font des machins qui tournent, quoi. Depuis des décennies, ils se foutent du peuple. Nous avons besoin d'outils efficaces en cuisine. Bon, alors, je continue à battre, puisque on a voulu commémorer les 450 ans de l'université avec des ustensiles qui datent de cette époque. Hein. Voilà, ça blanchit, vous allez voir bientôt. Alors, évidemment, si j'y mets, du sucre, hein, ça ne me pose pas de problème moral de mettre du sucre, parce que comme j'ai de l'eau dans le blanc, ben, je sais que mon sucre, il va aller se dissoudre dans le blanc. Donc, pour l'instant, cet objet, il y a une huile minable qui n'a pas de goût, mais qui est neutre. Donc, c'est pas minable d'être neutre. Ça veut dire que je peux lui donner le goût que je veux. Hein. Il y a de l'eau qui est sucrée. Ben, maintenant, ça a une consistance qui va épaissir. J'en rajoute encore. Voilà. Et puis maintenant, ça a un goût entièrement sucré. Point. Est-ce que ça a intérêt d'avoir un goût entièrement sucré? C'est une question qu'il faut débattre. Et maintenant, l'objet, le voici. Ici, on le met rapidement. Voilà. Alors qu'on ne me dise pas que la cuisine, ça prend du temps. Vous avez en 15 secondes, le voilà, ici. Ce machin-là n'a d'autre intérêt que d'être sucré. Et gras. Sauf que si je lui donne du goût, c'est-à-dire si je remplace l'huile par du chocolat, puisque le chocolat c'est du gras, ça fait du gras. Alors ça c'est un 6,4. Alors un 6,4, il faut lui donner un nom. Alors Geoffroy était un chimiste du roi extraordinaire, donc voilà un Geoffroy. Alors dans le plat que vous verrez plus tard, il y a un Geoffroy. Alors un ténard de blanc, on l'a vu, le Lavoisier, ne me demandez pas la recette, vous l'avez, c'est un 439. Ah, un 539 c'est le flan, ça. Hein. Le 1,622, le Chaptal. 1, 6, 4, 5, le Liebig dont on a parlé tout à l'heure, mais vu au microscope. Alors, on devrait mettre un microscope dans toutes les écoles communales. Pour les enfants de 6 ans, il faut qu'ils voient que nos aliments, c'est quand même fait de choses merveilleuses. Alors, le gypse n'est pas difficile à faire. Le gypse, c'est, on prend un Geoffroy et on le chauffe. Bon. Quand le Geoffroy a froid, il a froid. Quand on le chauffe, il a chaud. Et puis, voilà, jet start, voilà. Et cet ustensile est minable. Je ne peux pas intervenir dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Alors oui, je vois qu'il retourne, c'est ça. Hein, ouais. Et on n'en est qu'à un tiers. Hein. Ben oui, parce que la question c'est science et art. Hein. Ah oui, ben alors pour l'instant ça a augmenté. Voilà. Ben voilà, ça a augmenté, ça a tourné, on démoule. Voilà un gypse maintenant. Hein. Alors du coup, on va passer rapidement sur nos affaires qui sont. Alors vous voyez que l'invention, donc finalement. On l'a à bon compte, les cristaux de vent. Ah tiens, ça vient de Denis Martin. Et puis le tableau. Alors maintenant, revenons au plat de Pierre Gagnère. Les feuilles ont un vrai avantage. Parce que vous voyez, une feuille, vous appuyez comme ça fléchit. Mais vous appuyez comme ça, vous vous coupez. Bon. Eh bien, l'idée, c'est que les laitues sont géniales. Simplement, elles ont un goût de laitue minable. Si on broie la laitue, si on l'assaisonne et qu'on la refait en feuilles sur mesure, on a des feuilles. Et là, vous avez des feuilles de laitue, vous avez des tas de choses. Alors voilà un plat. Alors j'appelle ça les salades de la Bénolais. Là, vous avez des feuilles de tomates. C'est-à-dire que la tomate a été faite en feuilles. À droite, vous avez des feuilles de vinaigrette. Et au total, vous avez ici une salade entièrement artificielle. Et qui est donc meilleure que la salade naturelle. La salade naturelle est minable. Nous détestons la nature, en vrai. Hein. Bon, alors, des jambons. Pourquoi c'est intéressant, le jambon?
Parce qu'il y a du rouge et du blanc. Le rouge contient de la saveur, parce qu'il y a plein d'acides aminés. Le blanc contient de l'odeur, parce que le gras va rancir. On dit qu'on fait maturer le jambon, mais enfin, c'est rancissement du gras. Hein. Et donc, ça donne du goût. Ben, ça, c'est des jambons artificiels. Artificiels, c'est mieux, bien évidemment. Hein. Alors, ça, c'est une sauce Kinsheim. Alors, j'ai pas le temps de la faire aujourd'hui, parce que je vois qu'on me surveille. La sauce Kinsheim, c'est pas très difficile. Vous prenez un jaune d'œuf dans un récipient, vous y mettez un filet de citron, beaucoup de poivre, du sel, vous faites du beurre noisette, c'est-à-dire vous faites chauffer du beurre jusqu'à ce qu'il y ait une belle odeur de noisette, vous attendez que ça refroidisse un peu, quand vous pouvez mettre la main comme ça, quand c'est chaud, pas figé, hein, vous le mettez dans votre jus de citron plus jaune d'œuf, et à ce moment-là, vous obtenez une émulsion comme la mayonnaise, mais c'est une mayonnaise de beurre noisette. J'appelle ça un Kinsheim. Alors là, c'est sur une seule meunière. Ce Kinsheim a été congelé, donc il y avait des feuilles, et dans l'assiette, on voit le Kinsheim fait comme une espèce de grand voile qui vient recouvrir le poisson. C'est superbe. Hein. Surtout, c'est bon. Hein. Alors, pour ceux qui veulent faire la cuisine, j'ai extirpé de mon ami Émile Young une règle. Dans les plats, il faut 1 partie de violence, 3 parties de force et 9 parties de tempérance. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est une idée artistique. Alors voilà une mayonnaise. Alors, ce plat-là, c'est un plat qui est abstrait. Vous savez que la peinture peut représenter. On peut représenter des chevaux, des bagnoles, des maisons. Mais il y a aussi une peinture qui est abstraite. Là, on ne représente rien. Mais en cuisine, on peut. C'est-à-dire que ce machin-là, on le mange, on demande aux gens ça a quel goût, ils ne savent pas dire. Ça a été fait exprès pour qu'on ne sache pas quel goût ça a. Et pourtant, il y a 3 ingrédients. Alors, il y avait jaune d'œuf, enfin, 3 ingrédients qui ont du goût. Il y avait jaune d'œuf, il y avait cardamome, il y avait bacon. Mais c'était tellement bien dosé qu'on ne peut pas reconnaître. Alors voilà l'enjeu de la cuisine abstraite. Hein. Alors, ça c'est une idée personnelle que j'ai eue, que j'ai donnée à Pierre Gagnère, mais c'est une réalisation de Pierre Gagnère. Moi je suis bien incapable de faire ça. Donc vous voyez, les rapports sont compliqués. Voilà donc du concret et voilà de l'abstrait. Donc on fait rien d'autre que reprendre ce qui est dans les autres arts. En peinture, en musique, il n'y a pas de raison. Alors ça c'était le premier qu'on avait fait, l'abstrait numéro 1. Alors, celui-là, il y a un bouillon de poule. C'est celui-là où on a cuit le bouillon de poule pendant 3 jours, et donc les protéines ont été hydrolysées, ça veut dire coupées en petits bouts qui ont fait des acides aminés, et cette espèce de truc marron, c'est une soupe d'acides aminés qui a un goût extraordinaire. Alors, est-ce que manger réchauffé, c'est meilleur? Oui, parfois. Alors, celui-là, il y a une sauce volaire avec du homard. Celui-là, c'est... Ah, ça, c'est une idée absolument géniale. Est-ce que j'ai le temps encore ou pas? Non, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Non, mais c'est parce que c'est un truc génial. Alors, je vous invite à faire la chose suivante. Non, mais on n'aura pas le prix Nobel avec, hein, mais c'est un truc extraordinaire. Je vous invite à faire l'expérience suivante. Vous prenez une assiette, vous mettez un peu d'eau, comme ça, et vous prenez deux petites lames en verre. Bon. Alors, vous ne le verrez pas, hein, mais faites-moi confiance. Hein. Alors, vous le mettez, les lames en verre qui se tiennent par un coin, et alors vous allez voir que l'eau remonte le long de la ligne de jonction. Alors ça remonte par capillarité, parce que la taille, la dimension est fine comme un cheveu. Ceux qui n'ont pas ça peuvent aussi prendre 2 verres, les mettre jointifs, et ils auront le même résultat. Capillarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez un pinceau dans votre machin, par capillarité, ça monte entre les poils. Et ensuite, vous peignez. C'est comme ça que se fait la peinture. Et en cuisine? En cuisine, si on prend n'importe quel objet, celui-là, et qu'on le coupe comme ça fait des tas de petites fissures qui sont grosses comme des cheveux. Là, c'est à droite, c'est un navet. Ce navet a été taillé comme un pinceau, et c'est la seule façon, à ma connaissance, de faire venir du goût à l'intérieur d'aliments, à part la seringue. Et donc, ce plat a été nommé un shitao, en l'honneur de Shitao, le moine citrouille amer, qui avait écrit un traité de peinture. Voilà un Shitao. Alors, là, il y avait un tube capillaire. Alors, faut-il saler les viandes avant ou après? C'est la même question. Ça, c'est un steak, pris en photo dans ma poêle. Ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, il y a des fissures. S'il y a des fissures, si la viande a libéré un peu de jus, si vous avez mis du sel, le sel s'est dissous dans le jus, et à ce moment-là... aspiration. Si la viande ne comporte pas de telles fissures, vous n'aurez pas de goût de sel à l'intérieur de la viande. Alors, les marinades, même question. Alors, vous voyez que les rapports entre la science, alors, voilà le Shitao, alors ça, c'en est encore un autre, celui-là, c'est un Wurz.
Alors ça, c'est des cristaux de vent au cassis et à la framboise. Ça, c'était un gypse. Vous voyez, le truc, c'est un gypse, je vais vite. Ça, c'est compliqué. J'aurais pas le temps de montrer la gastrite moléculaire. Alors, c'est insensé, parce que on ne pourra pas discuter de la chose la plus importante du monde, la science. Nous n'avons parlé que d'art. Alors, j'aurais pas le temps de vous dire que ça a commencé il y a longtemps, que c'est pas de la technologie. Non, ça, j'aurais pas le temps. Oh là là, j'aurais pas le temps. Non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de vous dire, mais je le dis quand même, la science n'est pas la technologie, c'est des activités toutes deux très dignes, très nobles, très merveilleuses quand elles sont faites par des gens honnêtes, et très lamentables quand elles sont faites par des salauds. Elles peuvent se parler, on peut faire des... Vous voyez, ici, à votre droite, l'homme n'est pas un prix Nobel. Pourtant, dedans, il y avait Pierre-Gilles de Gênes. Dans cette assistance, il y avait des cuisiniers et des scientifiques. Oui. Bon, ben ces gens peuvent se parler. Hein. Alors, on n'aura pas le temps de raconter tout. Ça, bon, on va pas reparler de Germain. Qu'est-ce que c'est que la bonne science? Il faudra revenir exprès pour dire aux étudiants ce que c'est que la bonne science. C'est compliqué. Hein. On viendra une fois. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas le temps. Alors, je vais terminer. Je passe sur tout ce qu'on fait au labo, mais c'est tellement merveilleux. Parce que quand on est gourmand de science aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Tiens. Au labo, les gens sourient, hein, vous remarquez, hein, quand même. Hein. Mais oui, et puis il y a des équations différentielles, les belles équations différentielles. Pardon, aux dérivés partiels, c'est bien mieux. Hein. Alors, il y a des tas de choses, oui, c'est beaucoup trop. C'est pas raisonnable. Hein. Alors, voilà. Devons-nous avoir peur des chimistes qui vont nous empoisonner? La réponse est non, si on dit « je t'aime ». Bon. Alors maintenant, les équations différentielles, la question de science et art pour terminer. L'artiste, je vous invite à penser, je vous propose cette idée, l'artiste est un individu, homme ou femme, qui marche sur un chemin. Son chemin, c'est le chemin artistique. Et sa question, c'est l'unique question artistique. L'artiste, il se fout du reste du monde. Il n'y a qu'une question qui l'intéresse, c'est est-ce que je vais pouvoir communiquer de l'émotion? Alors, le mot art a changé d'acception au cours des siècles, mais en gros, la question de l'artiste, c'est est-ce que je vais pouvoir donner l'émotion? Le scientifique, l'émotion, s'en fout. Il n'y a qu'une chose qui compte, soulever un coin du grand voile. Nous cherchons les mécanismes des phénomènes, que ce soit en physique, que ce soit en biologie, que ce soit, pas en médecine, mais en physiologie, que ce soit en chimie. Vive la chimie quand même. Hein. Non. Donc voilà la question. Et donc la question ici, c'est que les chemins de ces gens ne se croisent jamais. Mais les individus peuvent faire un pas de côté et à ce moment-là, ils peuvent se parler. Et c'est ça qu'on fait avec Pierre. C'est-à-dire que le matin, une fois par mois, je sors de mon labo, je vais voir Pierre. Pierre sort de sa cuisine, il vient me voir. Et là, je lui dis, bon, alors, on va se parler, on va faire des choses ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Si on travaille, on a des idées. Si on a des idées, on les transfère. Je suis bien désolé de ne pas pouvoir montrer ce qu'on fait au labo, parce que c'est ça qui est le plus important au monde. En revanche, puisque le thème c'était de savoir, y a-t-il des relations entre science et art? Non, il n'y en a pas, mais il peut y avoir des relations amicales, par exemple, entre les artistes et les scientifiques. Et un truc amusant, Pierre Gagnère avait cette statue depuis 20 ans, il l'a trimballée avec lui à Saint-Étienne, etc. Cette statue, c'est Hermès qui parle à Bacchus. Le dieu de la chimie parlant au dieu de la cuisine, en quelque sorte. Et alors, c'est bien ça qu'on fait. On se parle, on s'écoute, et puis on dit « Je t'aime ». Voilà. Voilà.